Bonsoir et bienvenue sur ce plateau spécial. Annoncé puis reporté, le rendez-vous de la clarification a finalement eu lieu hier, 14 janvier, à Pau, en France. La clarification ou les clarifications annoncées ont-elles véritablement eu lieu? Qui de Macron ou des chefs d'État du G5 Sahel semble avoir tiré son épingle du jeu? Ou peut-on parler de résultats gagnants-gagnants? Sommet de Pau, rendez-vous manqué ou concluant, c'est le sujet qui nous réunit ce soir sur ce plateau. Avec moi, Lionel Bilgo, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Idrissa Ouedraogo, il est conseiller en communication. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Maître Apollinaire Chilem de Tambela est avocat et directeur du CRIS, le Centre de recherche internationale et stratégique. Bonsoir. Merci. Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. On va droit au but, 1 heure d'émission pour tirer les enseignements de ce rendez-vous très attendu. Lionel, finalement, déçu, satisfait ou les deux? Moi, je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin, voilà. Parce que tout simplement, vous posiez la question tout à l'heure si c'est un rendez-vous gagnant-gagnant. J'ai l'impression que c'est un rendez-vous gagnant-gagnant, mais il y a certains sujets qui ont été mis sciemment ou inconsciemment, en tout cas, de côté. Toujours est-il que Macron sort grandi parce que les chefs d'État ont confirmé leur désir, en tout cas, d'avoir Barkhane. Et les chefs d'État africains aussi sortent grandis parce que ça montre qu'une nouvelle stratégie est mise en place. Et cette stratégie est un aveu d'échec de tout ce qui a été fait. Idrissa? Oui, bon, paradoxalement, je pense qu'il y a une victoire. Il y a plusieurs victoires qui se superposent. Apparemment, et la France a sauvé la face. Mais dans le fond, nous sommes allés d'un point A à un point B avec des revendications diffuses ou exprimées qui se sont appliquées. Donc pour moi, je pense que c'est une victoire qu'il faut savoir reconnaître. Siaka? Moi, je considère que c'est une étape. Et en pareille situation, il faut attendre les effets de la rencontre pour voir est-ce que ça a été vraiment une victoire ou pas. Donc on a vu un certain nombre d'objectifs qui ont été atteints. Mais pour moi, l'essentiel reste encore une nébuleuse, à savoir le financement de tout ce qui a été prévu. D'accord. Donc, attendons de voir. En attendant de voir. Maître? Non, mais pour moi, c'est Macron qui est gagnant dans tout ça. Et ça montre que son coup de gueule, n'est-ce pas, était justifié et qu'il avait raison. Ce qui s'est passé, immédiatement, les chefs d'État, effectivement, ont répondu à son attente. C'est-à-dire, n'est-ce pas, ils ont fait des communiqués pour dire qu'ils avaient besoin de plus de Barkhane. Ils se sont rendus tous, n'est-ce pas, à Pau. Donc, pour moi, c'est Macron qui sort gagnant. Macron qui sort gagnant. En tout cas, ils ont exprimé leur souhait de la poursuite, en tout cas de l'engagement militaire de la France au Sahel. Ils plaident aussi pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. On va suivre le résumé avec le président du Faso, président. Le premier point que je voudrais noter, c'est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, au niveau du fuseau centre, Mali, Burkina, Niger, c'est là qu'il y a les attaques les plus atroces qui ont été constatées. Et l'un des principaux, un des éléments essentiels de ces attaques-là, c'est l'IGS. C'est pour cela que nous avons priorisé. Non pas que nous n'allons pas combattre les autres formes de terrorisme, nous avons priorisé la nécessité de mener le combat contre l'IGS, donc au niveau des 3 frontières de façon prioritaire, fondamentale. Le second point également sur lequel nous nous sommes attardés, c'est la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales et de les doter, je dirais, des moyens qui leur permettent d'assurer le type de combat asymétrique que nous devons mener sur le terrain. Et de ce point de vue-là, les renseignements, le partage également des renseignements reste également la clé de voûte, je dirais, du succès de nos combats sur le terrain. Et de ce point de vue-là, nous devons accentuer nos efforts pour consolider la recherche du renseignement et le partage. Le troisième pilier
c'est celui de faire en sorte que nous puissions restaurer, je dirais, l'autorité de l'État, en faisant en sorte également que nous puissions faire en sorte que les populations retournent sur le terrain, puisque nous avons beaucoup de déplacés internes, faire en sorte également que nous puissions réouvrir les écoles, les centres de santé, et permettre aux populations d'accéder aux centres de santé primaires. Donc c'est une priorité également de l'action que nous devons mener ensemble. Et enfin, nous devons travailler également au développement. Le développement, donc, qui va se dérouler à travers le programme de P3S que nous avons déjà lancé, qui également va travailler sur le point du plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan d'urgence également que nous avons déjà défini, discuté à Nouakchott, mobilisation des ressources, intention en tout cas de mobilisation faite. Il faut maintenant travailler à ce que, je dirais, les décaissements puissent se faire et que ces projets puissent être mis en œuvre. Et c'est cela qui nous amène à demander donc et à travailler à ce qu'il y ait une coalition internationale. Et cette coalition internationale, évidemment, regroupe aussi bien, je dirais, la France, les pays du G5, nous avons l'Union africaine, l'Europe et tout autre partenaire qui veut participer à cette coalition internationale Sahel que nous avons décidé de mettre en place. Barkhane qui se renforce donc à l'issue de cette rencontre de Pau, c'est 220 soldats supplémentaires, ce qui porte à 4720 le nombre de soldats de Barkhane donc au Sahel. Lionel, là, avant d'en venir à ces 4 piliers, est-ce qu'on peut dire que là, Macron a atteint son objectif en s'adressant aux opinions africaines à travers leur chef d'État, justement? Non, sur cette question, il faut dissocier la question des masses et la question stratégique portée justement par les chefs d'État. La question de l'opinion dans la masse n'est pas résorbée et ce n'est pas ce sommet qui va le résoudre. Et même d'autres sommets à venir ne pourront pas résoudre cette question. Il faut intégrer que les opinions sont libres au Burkina, tout comme en France. Voilà. Même Macron en France ne peut pas imposer quoi qu'il veut à son opinion nationale. Donc ça, ce n'est pas réglé. Maintenant, la question de la stratégie et de l'action menée ensemble, il y a des points qui ont été résolus, qui ont été réglés. Notamment... Je voudrais déjà qu'on s'attache sur ces aspects. Les chefs d'État sont l'espoir, en tout cas, des opinions africaines, c'était que les chefs d'État aussi traduisent leurs attentes vis-à-vis donc de la présence des forces françaises. Mais à la fin, il y a eu notamment ce discours donc du président Emmanuel Macron qui parle donc de discours qu'il a pu entendre ces dernières semaines et qui seraient indignes à son avis et qui sont combattus avec beaucoup de fermeté par vos dirigeants, c'est ce qu'il a dit, et je les en remercie. C'est en ce sens-là, je parle de s'adresser aux opinions africaines à travers les chefs d'État. Et je pense que l'objectif aussi pour lui, c'était bien ça. C'était ça la clarification. C'est ça la source de son irritation, premièrement. Mais les chefs d'État ne peuvent pas combattre leurs opinions, tout comme lui ne peut pas combattre les opinions françaises par rapport à sa propre politique en France. On voit ce qui se passe. Donc là, il n'a pas gagné. Il a pu s'exprimer par rapport à un malaise qu'il a vis-à-vis des opinions portées en Afrique, y compris par des cadres politiques. Et sur ce point-là, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que les opinions ont poursuivi, même pendant Pau, en marge de ce sommet, les Palois et les Paloises ont vu des Africains protester devant la mairie de Pau pour demander aux forces françaises de dégager. Donc, pendant qu'ils tiennent le sommet et pendant que lui, Macron, montre son indignation, eh ben, il y a des gens dehors qui protestent toujours et qui marquent leur opinion. Et cette opinion va perdurer. C'est une question de changement comportemental et de vision et de paradigme vis-à-vis de la collaboration entre la France et l'Afrique. Sur ce point-là, en tout cas, comme vous le dites, Aubin, ils ont tiré à terre. Ça ne va pas résoudre la question des opinions. Ça va se poursuivre. Néanmoins, maître, est-ce qu'il n'a pas réussi justement à mettre, en tout cas, les chefs d'État face à leurs responsabilités, face à leur peuple, justement, qui attendait mieux que ça, qui attendait autre chose de ce rendez-vous de Pau? Oui, c'était l'objectif de Macron. Cela dit, il faut nuancer un peu. Quand vous parlez des opinions africaines, il faut surtout dire une certaine opinion africaine. Parce que quand vous remarquez, les manifestations qui se passent, c'est où? C'est dans la capitale à Ouagadougou, c'est dans la capitale à Bamako.
Il y a eu des manifestations hors de Bamako, par exemple. Pas beaucoup. Pour parler du Mali. La plupart du temps, Pas beaucoup. les manifestations les plus violentes même se passent hors de Bamako. Hein. On a vu certains garnisons se faire caillasser et incendier du côté de Sévaré. Mais si vous prenez le cas du Burkina Faso ici, en dehors de la capitale Ouagadougou, il y a eu très peu de mouvements allant dans ce sens. Donc, c'est-à-dire que c'est une certaine élite, une certaine opinion. Bon, moi, j'ai voyagé à travers le pays depuis, mais j'ai essayé de faire une petite enquête pour voir, mais les gens ne semblent pas trop s'intéresser à ce problème, en dehors d'une certaine catégorie de personnes. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas le problème. Mais non, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est la gouvernance qui est comme ça. Même quand c'est un problème national, les gens comprennent, très peu de gens comprennent vraiment les enjeux nationaux, parce que le système est tel que ce n'est pas conforme à leurs habitudes. Nous parlons le français, nous avons un droit constitutionnel et tout ça qui ne sont pas conformes à nos traditions et à choses-là, et à l'idée générale que les gens se font de la gouvernance dans notre pays. Donc, par rapport à ça, quand on parle d'opinion africaine, je pense qu'il faudrait nuancer un peu. Parce qu'il y a une grande masse qui ne se reconnaît pas dans cette opinion-là, qui est indifférente. Bon, maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Pau, mais Macron a atteint son objectif. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que Macron voulait? Quand il a fait sa déclaration en Angleterre, beaucoup ont dit, n'est-ce pas, qu'il a ridiculisé les chefs d'État, qu'il les a convoqués d'office, etc., etc. Mais c'était l'effet recherché. Et l'effet recherché a atteint son objectif, c'est que les chefs d'État ont révisé leur position, ont affirmé réellement leurs besoins de Barkhane, tels qu'ils le faisaient en sous-main, et maintenant ils le font officiellement, et la France se retrouve maintenant dédouanée. Donc, par rapport à ça, comment je vais dire là, la France peut venir... En ce sens-là, je parle de mettre les populations, les chefs d'État dans leurs responsabilités face à leur peuple. Tout à fait, tout à fait. Donc, sur ce plan, Macron a réussi son objectif et il a mis les chefs d'État face à leur peuple. Et même avant ce sommet, le président nigérien avait eu à dire que ceux qui sont contre les forces françaises sont en fait contre le Niger, contre les populations nigériennes. Parce que ceux qui manifestent seraient des infiltrés, n'est-ce pas? Pourraient être des infiltrés, des djihadistes qui montrent leur coup. C'est ce que le président nigérien avait eu à dire. Donc, effectivement, Macron a mis les chefs d'État face à leur propre opinion. Et sur ce plan, moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, quand vous appelez quelqu'un à l'aide, il faut le faire franchement. Et si vous n'avez pas besoin de la personne, vous le dites aussi franchement. Voilà. Ça, ils le disent parce qu'il y avait, même au sein des pouvoirs en place, des sons discordants, des personnalités qui, à un moment donné, effectivement, aussi semblaient aller dans le sens de certaines opinions, comme il a dit. Et désormais, ça ne va plus s'exprimer. Oui, ça va peut-être s'exprimer d'une autre manière, parce que c'est une question de fond. Et je reviens sur cette dernière partie de l'intervention du président Macron, qui d'ailleurs a eu lieu suite à une question d'un journaliste de l'ORTM du Mali, qui a repris donc cette question de l'opinion malienne qui pose question sur la présence française sur son sol. Et pour moi, c'est cette dernière intervention, à mon avis, qui remet en cause tout le travail qu'ils ont abattu à Pau. J'explique. En s'exprimant de cette façon, il a justifié son indignation, mais il est allé frontalement contre ceux qui sont contre la présence française en Afrique. Donc, il perpétue la confrontation qu'il y aura et il renforce ceux qui ont une raison de ne pas accepter la présence française ici. Mais le plus important ou le plus grave, il a dit également que ceux qui s'expriment contre la présence française sont manipulés par d'autres puissances qui veulent voir les Européens quitter le Sahel. Alors, dès lors qu'ils ont déjà posé le principe de la coalition internationale, où on appelle les autres à intervenir, mais cette dernière phrase peut remettre en question la participation des autres puissances. Recherché d'ailleurs. Voilà. Donc pour moi, il n'a pas su maintenir son sang-froid et qu'on avait eu de façon policée dans le sommet avec la déclaration finale. C'était très bien fait, mais il n'a pas pu se retenir. Et là, ça peut amener les autres à se poser des questions. Surtout que les Européens qui sont appelés à venir renforcer, ils vont se demander, mais pourquoi nous allons aller mourir dans le Sahel? La France, qui y est déjà depuis 2013, n'y arrive pas. Elle est critiquée, malgré quand même le soutien qu'elle apporte aux pays en conflit. Et puis, est-ce que c'est certain que les Hollandais
ou peut-être les Danois, s'ils venaient à vouloir combattre, n'auraient pas les mêmes réactions des populations. Donc ça a soulevé pas mal de questionnements, à mon avis, et qui n'auraient peut-être pas dû être si on voulait un sommet plus réussi. Oui, Idrissa, vous êtes spécialiste en communication. Il y a une dimension communication dans cette affaire, justement. Est-ce que sur ce coup, on peut dire, justement, que Macron a pris le dessus? Absolument pas. Je ne vois pas les grilles de lecture qui permettent de donner une victoire quelconque à Macron. Premièrement, il y a Barkhane qui s'est installé sans contestation. Toute la présence française s'est faite sans qu'il y ait eu contestation. Il y a commencé à avoir contestation quand il n'y avait pas de résultat. La question fondamentale de l'opinion était moins une question de présence française qu'une lacune de résultats. Certainement que dans toutes les chapelles, ces questions étaient soulevées, mais ça ne portait pas. Et quand on a écouté le président Macron, il tensait quelques dirigeants africains parce qu'il a vu de la main en dessous. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique réussie par nos chefs d'État. À 3 points de vue, il y a des victoires claires. D'abord, le combat sur l'opinion publique est un faux combat, montrant la frilosité du régime français, du président français. C'est aberrant de vouloir tenir les gens par la responsabilité de leur opinion. Ni chez lui, ni ailleurs, cela ne se peut. Mais c'était une bouée de sauvetage pour lui. Cela, il l'a payé en étant contraint à soulever la question et en convoquant Pau. C'était déjà une première victoire. Il n'y était pas contraint. De reste, on aurait dû faire un sommet pareil depuis bien longtemps. Ensuite, sa manière de sortir, son manque de maîtrise a été recadré. Il a dû faire une tournée dans les meilleures formes, confirmant la suprématie de l'opinion. Et puis enfin, ce que je dis, au-delà des questions émotionnelles, nous sommes allés d'une situation A à une situation B, à la faveur des chefs d'État. Ce qui s'est passé en conclusion, ce n'est pas tenser. Le fait de tenser n'est pas dans le programme. Le fait de remettre en cause la présence française n'était pas l'objet de toute cette opinion publique. C'était les résultats. Et en cela, pour moi, le jeu a été bien joué par les chefs d'État et l'opinion publique. C'était clairement affirmé. Par ce n'était pas dans la déclaration finale. Je vais dire, les opinions quand même l'expriment clairement, cette présence française. Et j'allais dire, c'est une quatrième victoire qu'il faut ajouter. C'est-à-dire que ces conclusions n'enferment personne. Nous sommes encore libres. Parce que, comme je l'ai dit au départ, ils se sont trompés de combat. Ce n'est pas le combat de la maîtrise de l'opinion. Ça ne se passe pas de cette manière en tensant les chefs d'État. Pour moi, c'est plutôt l'expression d'une frilosité. Est-ce que à travers ces conclusions et ce message qu'il a livré, ce n'est pas de dire désormais, n'en voulez pas à la France, il faut en vouloir à vos chefs d'État tout simplement. C'était connu. Je dis, Barkhane s'est installé d'abord Serval il y a 7 ans. Personne ne remettait en cause. Ce qu'on remet en cause, c'est la méthode et les résultats. Le sommet a essentiellement planché sur les méthodes et les résultats. L'essentiel, c'est cela. Et je pense qu'il faudra sortir en fait du point de vue du vulgus là et puis se mettre au niveau des décideurs. Il y a des décisions qui sont prises et pour moi, c'est l'essentiel. D'accord. Que les chefs d'État reculent ou pas, on est en train d'avancer sur ça. Il a même dit, à chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, le quitteront. Lionel. Oui, mais de toute façon, si ils ne sont pas dans un pays conquis, ce sont des pays indépendants. Et si un chef d'État le demande, Macron n'avait même pas besoin de dire ça. Ça va de forme et c'est tout de sens. J'aimerais quand même faire une nuance sur la question de l'opinion soulevée par Maître de Tambela ici, qui demande à ce qu'on fasse une nuance, une différence entre une certaine opinion et toute l'opinion. Mais dans tous les cas de figure, dans le monde entier, c'est toujours une certaine opinion. C'est une certaine opinion qui a élu Roch-Marc Christian Kaboré à la présidence, 950 000 voix. C'est cette opinion qui l'a remporté. C'est une certaine opinion qui va toujours, qui a fait partir d'ailleurs le président Blaise Compaoré, puisque ça s'est concentré les manifestations dans les grandes villes. Donc c'est toujours une certaine opinion. Lorsque cette opinion arrive à faire bouger les lignes, ou arrive à créer un émoi au plus haut niveau, ça veut dire qu'elle est audible, perceptible et efficace. Et donc cette opinion-là doit être prise en compte, même si elle est minoritaire par rapport à la masse indifférente. Et d'ailleurs, la masse indifférente n'a pas de parti pris. Alors, allons sur les résultats, justement. Concrètement,
ce qu'on peut retenir, le président l'a dit. D'abord, premier point, concentrer les opérations dans les zones des 3 frontières, avec comme cible justement l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. C'est bien ça. Oui. Stratégiquement, c'est peut-être la bonne formule, concentrer les énergies à ce niveau et pouvoir contrôler ces frontières-là pour empêcher aussi ces terroristes de faire les va-et-vient entre États. Dans cette situation, bon, tout ce qui est défini comme stratégie est bon à prendre. Donc on peut penser que c'est un élément qu'ils ont dû retenir après une analyse de la situation. Mais quand on va au fond, on se demande bien pourquoi cibler l'État islamique au Grand Sahel seulement, alors qu'on le sait, l'espace couvert par les groupes terroristes est très 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 vaste à l'heure actuelle. Et c'est là où on se demande si ça n'a pas été un coup de maître de Macron lui-même seul, au détriment des pays. Par exemple, la grande question qui a même suscité la convocation du sommet, c'est la question de Kidal, par laquelle les populations estiment que le fait de ne pas permettre à l'armée malienne d'accéder à Kidal, c'est une protection donnée aux groupes terroristes. C'est l'opinion qui veut ça. Mais en concentrant dans cette zone donc, des frontières, on descend un peu par rapport à Kidal, donc, et là, la question est évacuée de cette façon-là. Ensuite, si on prend le cas du Burkina Faso, nous savons tous que nous avons un certain nombre de fronts qui sont actifs. On a d'abord le Soum, c'est-à-dire le nord de notre pays, et l'Est, qui sont les plus chauds. Mais on a assisté ces derniers moments, ces dernières semaines, à des échauffourées également dans l'ouest et le sud-ouest du pays, aux frontières avec la Côte d'Ivoire. Donc, si ces foyers d'activisme terroriste sont maintenus, il va sans dire qu'il y aura une dispersion telle qu'il sera très difficile. Quand on n'a pas pu résorber la question, quand elle était concentrée au Soum, est-ce qu'on le pourra lorsqu'on aura tout cet espace-là à couvrir, y compris si les 220 soldats de Barkhane viennent s'ajouter? Donc, moi, je pense que ça pose un certain nombre de questions. À moins, je l'ai vu également en filigrane dans la déclaration, c'était de renforcer les capacités des armées, de sorte que pendant que Barkhane concentre les efforts dans le Liptako-Gourma et puisse peut-être s'occuper des autres frontières et aller de front pour attaquer le terrorisme. Toujours est-il que la concentration dans la zone en question, c'est peut-être un objectif d'étape, juste une priorité pour pouvoir, au bout d'un certain nombre de temps, régler la question de l'épicentre du terrorisme, parce qu'effectivement, l'EGS est le groupe le plus violent et également le plus dangereux de tous. Parce que constitué des gens qui ont une formation militaire en Irak et qui encadrent donc les éléments qui agissent dans le cadre de l'EGS. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'ils veulent aller contre le groupe le plus structuré, le plus offensif également, parce que les grandes pertes en vies humaines au Niger sont l'œuvre donc de cet EGS-là. Mais la crainte aussi, c'est de voir ces sommets-là entraîner une réaction de la part de ces groupes et d'augmenter le nombre d'attaques. On l'a vu, lorsque le ministre de la Défense de la France est passé ici, elle a annoncé une opération à l'Est et immédiatement, il y a eu bon goût. Mais il faut bien Donc assumer, il faut craindre que ces résolutions qui ont été prises à Pau n'entraînent également d'autres réactions donc, de ce groupe-là. D'où la nécessité aussi d'aller très vite dans la mise en œuvre justement de ces propositions. Tout à fait, mais il faut que je vous donne une précision d'abord. Quand ils ont parlé de coalition internationale, de mon point de vue, c'est avec l'optique occidentale, en excluant des pays comme la Chine et la Russie. Parce que je ne pense pas que dans cette coalition-là, dans la tête de Macron, ils comprennent la Russie et puis la Chine. Justement, il parle d'un commandement conjoint Barkhane G5 Sahel qui va diriger d'abord les opérations. Dans ce sens, il parle des forces spéciales européennes qui seront désormais baptisées Task Force Takuba, justement, et qui seront intégrées à Barkhane. Voilà. Or, justement, ils ont peur de la Russie, ils ont peur que la Russie et la Chine n'interviennent dans le G5 Sahel. Un autre élément, à propos de Kidal, par exemple,
Ça, je pense que c'est peut-être un mauvais procès qu'on fait à la France. Parce qu'il y a la MINUSMA qui est à Kidal aussi, si je ne me trompe. Donc, sous l'autorité des Nations Unies. Donc, il n'y a pas que les forces françaises. Donc, il faudrait le mettre en cause, non pas seulement la présence française à Kidal, mais peut-être toutes les forces françaises et étrangères, parce qu'il y a la MINUSMA qui gère aussi. Donc certains cadres seraient des Français. Voilà, mais sous la coupe des Nations Unies. Sous la coupe des Nations Unies. Maintenant, par rapport au renforcement des capacités, moi je voulais dire, j'ai écouté le chef de l'État effectivement quand il faisait le rapport. La lutte que nous menons là, ce n'est pas une guerre classique, où on peut dire qu'une armée est efficace, a des armes, etc. C'est une guerre d'infiltration. Et dans la guerre d'infiltration, ce n'est pas nécessairement une force spéciale qui peut lutter contre. C'est pour ça que moi, je toujours dit qu'il faut associer les populations. Vous savez que l'Algérie est militairement bien équipée. L'Algérie a eu à faire face, n'est-ce pas, au GIA, un groupe terroriste très accentué. Mais ils n'ont vaincu les GIA qu'à partir du moment où ils ont associé la population à la lutte contre le terrorisme du GIA. Or, ici, jusque-là, on voit comme, par exemple, les forces françaises, le Barkhane est là, etc. Mais ce sont des forces spéciales, minoritaires en nombre par rapport au nombre de la population. Donc, ils ne peuvent pas venir à bout, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe. Ils vont concentrer leur position, n'est-ce pas, sur le littoral Gourma. Mais vous avez vu qu'il y a eu, dans l'Est, là, un attentat contre les choses. Ceux qui travaillent à Sémafour, dans une mine là. Bongo. Voilà. Et vers la frontière de la Côte d'Ivoire, il y a des attaques récemment là. Dans le sud-ouest, etc. C'est partout sous toute l'étendue du territoire. Donc, impliquer la population, justement le renseignement. Et là, la question aussi est revenue, c'est-à-dire mutualiser le renseignement. On a pendant longtemps dénoncé cet état de fait dans cette coopération militaire. Oui, mais vous savez, M. Guébré, quand vous regardez bien les interventions, vous voyez par moment qu'il y a des points de vue divergents ou en tout cas une force de proposition du président Roch-Marc Christian Kaboré et le président Macron. Je crois que depuis le début des événements, depuis la convocation, le président Roch-Marc Christian Kaboré a, me semble-t-il, été le plus irrité et le mieux démontré en affirmant à Ouagadougou. On n'a pas entendu le président malien ou le président nigérien dire qu'il a été agacé par la forme. Lui, il l'a dit. Ensuite, à Pau, dans son discours, écoutez bien. Là, tout à l'heure, Maître de Tambela disait qu'on ne tenait pas compte de la Russie et de la Chine. Mais le président Roch-Marc Christian Kaboré dit « et de n'importe quelle autre puissance étrangère qui voudrait ». Et il le dit. Et cette phrase ne faisait pas partie de son rapport. Je pense qu'il l'a rajouté. Il a dit un dernier point et il conclut en disant ça. Macron, quand il reprend la parole, il reprécise encore, il le resserre encore. Et donc, dans ce point de presse, on a senti en fait deux idées antiposées qui se combattent. On sent la partie africaine qui ne veut pas que ce soit une puissance occidentale seulement, qui souhaite vraiment que l'aide vienne d'où qu'elle puisse venir. Dans le rapport, il y a eu même ce clin d'œil aux États-Unis. Qu'on puisse l'accepter, effectivement. Et je pense que les chefs d'État africains comprennent d'ailleurs pourquoi les États-Unis et d'autres puissances se retiennent. Parce que, encore une fois, tant que l'intervention dans le Sahel serait franco-dépendante, eh ben, eux se mettront toujours en marge. Il faut moins de francisation de cette intervention pour que les autres puissent venir adhérer. Et cette histoire de précaré également reste toujours dans les mémoires et dans les têtes. Qui voudrait aller s'allier, et d'autant plus que les Américains ont l'expérience de l'éternisation de leurs soldats ailleurs sur des opérations qui étaient dites au départ court-termistes et qui a perduré pendant des décennies et des décennies. Ils ne voudraient pas s'allier, en tout cas, dans une opération, là où c'est la France qui est un peu partout l'ADN française. Idrissa, franco-dépendance, en attendant, ça va être la réalité, malgré le rendez-vous de Pau, parce que là, effectivement, on parle d'un commandement conjoint Barkhane G5 Sahel. Je dis, et ça confirme la victoire des chefs d'État africains. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un ensemble de préoccupations insatisfaisantes qui ont été posées. Déjà qu'on change la formule, le fait d'avoir un fuseau, de se concentrer sur le centre, ils se sont adaptés à la situation et c'était la principale revendication, qu'on s'adapte à la réalité du terrain. Le fait qu'ils s'adaptent, je voudrais signaler que toutes les résolutions sont complémentaires. Il n'y a pas l'une à l'exclusion des autres. Alors,
déjà de délocaliser, c'est accepter qu'on avait remis en cause des choses, ils acceptent de s'y adapter, même ils renforcent avec du personnel. Maintenant, toutes les autres choses, pour moi, il faudra comprendre que c'est une bataille vieille entre des plus faibles, parce que nos sociétés, depuis les périodes précoloniales, n'ont pas pu résister à l'envahisseur. Nous sommes en train de gérer, après les guerres de résistance, d'indépendance post-coloniale, nous sommes dans un rapport de force où nous ne sommes pas les plus forts. Sauf que le terrain aujourd'hui, avec la priorité de l'opinion, nous donne une manœuvre importante. Et je dis aujourd'hui, est-ce que là, en vérité, est-ce qu'on a le leadership de la lutte? Quand on parle d'une force conjointe Barkhane G5 Sahel, on se demande, est-ce qu'on aura encore les manettes véritablement pour être à l'avant-garde? Je ne vois pas parce qu'il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas en même temps crier à l'autonomisation à notre souveraineté et demander qu'ils viennent s'occuper entièrement de ce conflit. S'ils se concentrent pour permettre à nos armées d'être forts sur d'autres terrains, c'est tant mieux. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que la France ne peut plus continuer de manière unilatérale à gérer depuis ses bureaux les réalités sur le terrain. Nous avons des manettes, notamment celles de l'opinion, notamment le sursaut patriotique de nos chefs d'État, comme ils l'ont montré, en lisant. Bien entendu, on ne s'attendra pas que de manière publique. Vous pensez qu'il y a eu véritablement un sursaut patriotique? Ça s'est vu. Je voudrais rappeler aussi que dans les réactions du président Kaboré, au sortir d'une des rencontres, il disait que ça tombe bien, ça sera l'occasion de se parler franchement. Est-ce qu'effectivement on s'est parlé franchement à l'issue de cette rencontre? Les conclusions permettent de penser qu'ils se sont parlé clairement, parce que il n'y a pas eu dans la déclaration de se tenser. Et je dis, encore une fois, c'est un faux argument que de dire qu'il faut clarifier cette position. Dès lors qu'on a accepté leur présence au début, c'était pour un objectif. C'est les objectifs et les méthodes qui ne nous satisfaisaient pas. Ça a été exprimé, enclenché aussi par la population, l'opinion, et aujourd'hui on a des résultats. Et de toute façon, ces objectifs-là et cette nouvelle forme-là qui a été décidée, ils doivent mettre en place une certaine pédagogie pour que les opinions aussi comprennent, parce que la France paye le prix d'une opinion erronée qui pensait que la France venait en tant que sauveur, grand maître pour défendre en fait le Sahel et protéger les populations sahéliennes. Je crois qu'on s'est oublié nous-mêmes dans cette défense-là et on n'a pas fait la pédagogie auprès des populations pour dire c'est une aide qui vient s'ajouter à ce que nous pouvons déjà faire et ce que nous devons aussi faire. Mais nous devons avoir toute la responsabilité. Nous devons en assumer toute la responsabilité et c'est peut-être ce que Macron attend des chefs d'État pour qu'on assume justement toute cette responsabilité devant l'opinion. Il faut faire une pédagogie auprès des populations pour leur dire qu'est-ce que c'est que Barkhane, qu'est-ce que c'est que l'aide, une espèce de fiche de poste, quoi, pour qu'on comprenne clairement ce que doit faire la France dans cette guerre-là et quel est le rôle de nos chefs d'État et de nos armées également dans cette guerre-là. Et encore faut-il qu'ils puissent s'exprimer. Autre pilier, Siaka, renforcer l'autorité de l'État. Et là, on se demande, c'est à Pau, on discute de cela. Oui, c'est une préoccupation de nos chefs d'État, ce qui a été exprimé par le président Kaboré. Donc, ils sont très soucieux de cet aspect des choses-là. Mais on l'a déjà... Est-ce que subtilement, le message n'est pas de dire il faut maîtriser vos opinions? Non, mais en parlant de renforcer l'autorité de l'État. Non, ce sont les présidents africains qui parlent de renforcer l'autorité de l'État, qui est une préoccupation à eux. Donc, eux, ils aimeraient bien pouvoir, et le président Kaboré l'a dit, réouvrir les écoles, ouvrir les centres de santé, ramener les populations déplacées sur leur lieu de vie. Du coup, eux, ça leur permettrait de revenir avec l'administration, avec la police, peut-être changer de méthode d'opération vis-à-vis de ces populations, de sorte à éviter que les situations qui sont arrivées ne se reproduisent. Ça sera peut-être le défi le plus difficile aussi. Mais c'est un défi important. On a vu le président Macron également ajouter le rétablissement de la souveraineté des pays dans son agenda, à savoir qu'il fallait bloquer les terroristes, enfin, lutter contre les terroristes, mais aussi rétablir la souveraineté des pays qui sont concernés par le problème. Donc, leur agenda est à 2 points. Pour revenir aux résultats donc, du sommet, moi j'ai noté un aspect qui m'a posé problème, c'est la question du financement. On a vu que là-dessus, il n'a pas été possible de faire le point
de la mobilisation des ressources. Pourtant, il y avait des engagements qui avaient déjà été pris et qui s'est monté à 400 millions d'euros. Donc aujourd'hui, finalement, les contributeurs bilatéraux comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis n'ont pas fait grand-chose. Mais Finalement, surtout l'Union européenne. Les conclusions ne nous disent pas clairement quelle est la stratégie par rapport à une mobilisation efficace et rapide du financement par rapport à toutes ces questions, parce que ça va nécessiter des moyens. Bien sûr. Cas contraire, et ça conditionne même le démarrage des opérations. Et sans cela, on se demande si en vérité on joue franc jeu finalement. Voilà. Donc finalement, la France reste seule à intervenir avec son budget. Parce que Barkhane est directement opéré par le budget français. Donc l'Union européenne, qui est une institution qui a pris des engagements jusqu'à aujourd'hui, plus d'1 an après, n'a pas décaissé l'argent prévu. Et j'ai même vu une déclaration quelque part où ils disent qu'ils vont maintenant faire l'appui budgétaire avec ce qu'ils ont prévu, c'est-à-dire injecter directement dans les budgets des pays africains pour qu'ils puissent eux-mêmes, si vous voulez, combler les déficits qu'ils ont en matière de défense et de sécurité. Ce qui remet en cause donc la question donc de la viabilité et de l'efficacité aussi du G5 Sahel, même si on pense qu'en ouvrant, on aurait pu peut-être aboutir. Mais on a vu que l'ouverture n'est pas comprise de la même façon des deux côtés. La façon dont Macron comprend l'ouverture n'est pas la même que celle de nos chefs d'État, qui veulent avoir un panel large d'intervenants, qui va jusqu'aux Chinois s'ils le désirent, et en incluant les États-Unis également. Mais on le sait, les États-Unis ont posé pas mal de difficultés. Et ils veulent, quand on revienne à l'accord d'Alger... Et sans cette ouverture, et effectivement, puisque apparemment Macron semble un peu opposé à cette idée des choses, comment on fait finalement pour élargir l'assiette financière? Est-ce que quelque part aussi, Macron, en mettant en place toutes ces conclusions, en vérité, ne sait pas pertinemment qu'on ne pourra pas aller loin avec ça? Parce que derrière, il y a la mobilisation des ressources qui pourrait poser problème. Oui, mais il faut savoir que la main qui reçoit est toujours en dessous. Or, nos chefs d'État là sont des commandeurs. Tout ce qui se passe là, c'est une question de gouvernance. Pourquoi les financements ne rentrent pas depuis longtemps, etc. Ceux qui financent, ils ont un problème de confiance et de crédibilité vis-à-vis de nos dirigeants. Ils financent et ils savent que cet argent sera, comment je vais dire là, géré. Dans un compte d'opération en France. Voilà. Et que, par exemple, les cadres vont utiliser cet argent pour se construire des bunkers, des hôtels, etc. Et que ça ne va pas aller directement là où ça doit aller. Alors, ils sont plus ou moins réticents. Vous avez remarqué que certaines puissances, par exemple, donnent directement du matériel plutôt que de financer, comme l'Allemagne, les États-Unis, etc. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans la gouvernance de nos pays. Et puis, autre élément, ils savent très bien que, même s'ils interviennent, l'efficacité des forces en présence ne les rassure pas. Parce que vous pouvez très bien avoir des soldats, etc., comme je vous l'ai dit là, mais si la méthodologie de lutte ne convient pas, vous ne vaincrez jamais le terrorisme. Les forces internationales, là, ils sont partout. Est-ce qu'ils ont résolu le problème à RD Congo? Est-ce qu'ils ont résolu le problème à Haïti? Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est un problème de leadership, comme avait dit M. Idrissa Ouedraogo. Mais pour avoir le leadership, ce n'est pas nécessairement une question de moyens, c'est une question de gouvernance, une question d'organisation. Le petit Rwanda, par exemple, a un leadership. Et Macron n'aurait pas traité le président Kagame comme il a traité les autres pays. Mais le petit Rwanda, avec le peu de moyens, il a un leadership tel qu'il a le contrôle sur son territoire. Et un tel problème qui serait passé au Rwanda, je pense qu'il l'aurait résolu plus facilement. Donc, par rapport à nos chefs d'État, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas une emprise réelle sur leur propre société. Donc, eux-mêmes, ils sont fragiles. Et Macron aussi le sait, et les autres chefs d'État intervenants aussi le savent. Donc, ils n'ont pas tout à fait confiance, ils n'ont pas tout à fait envie d'investir dans un tel contexte. Oui, Lionel, de bonnes déclarations, hein, on peut dire de bonnes résolutions, mais après, la mise en œuvre, c'est l'autre défi. Est-ce que concrètement, c'est possible, justement, toutes ces conclusions? Parce que derrière, n'oublions pas toujours ce gros défi, la mobilisation des ressources, parce que déjà que le G5 a du mal à mobiliser ses ressources, on se demande bien comment mettre en œuvre justement toutes ces recommandations. Oui, c'est théoriquement possible, opérationnellement difficile, et y compris même dans une échelle de temps.
Je ne sais pas quel est le calendrier, le planning qui a été mis en place. Macron annonce qu'en juin prochain, justement, à Nouakchott, le G5 devrait se réunir à nouveau. Encore une rencontre théorique. Et cette fois, Macron souhaite avoir des progrès tangibles, justement, au cours de cette rencontre. Le président Roch Marc Christian Kaboré aussi l'a dit. Il a dit que ce sont les résultats qui vont faire changer les opinions et qui vont redonner confiance à la population. Je crois que c'est un avis partagé, mais sur ce programme-là, la question du rétro-planning, de la mise en œuvre opérationnelle va se poser. Comment on fait un commandement conjoint ? De quelle manière on le fait pour des organes qui ont toujours vogué individuellement, pris chacun de son côté, et comment on mobilise ces ressources-là justement. Il y a un malaise dans les ressources. Il n'y a pas un calendrier de mise en œuvre. Quand le président Roch voulait donner un peu le détail des réceptions, le président Macron dit nous allons le compléter parce qu'il y a aussi du matériel qui a été donné. Est-ce qu'il était entendu au départ que ce matériel donné, et qu'on nous présente souvent dans nos chaînes de télé ici en local que ce sont des dons, faisait partie en valeur numéraire de ce qu'il fallait décaisser ou pas? J'ai senti en tout cas un malaise sur le décompte de ce qu'il y a réellement dans les comptes de financement de cette lutte contre le terrorisme là. Ensuite, la question de rétablir l'autorité de l'État, en fait, c'est rétablir l'autorité et la présence de l'État dans les zones là où l'État n'y est pas. Mais pour y arriver, la première des choses, c'est de sécuriser ces zones-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces zones-là, c'est un véritable nid de recrutement des terroristes. C'est parce que l'État n'est pas là que certaines personnes, en tout cas, s'enrôlent dans l'acte terroriste pour des moyens financiers, mais aussi parce que certaines populations n'ont plus confiance en ce Burkina, ou en ce Mali, ou en ce Niger, ou ne se sentent plus en tout cas concernées par la nationalité qui leur demanderait de lutter justement contre ces terroristes-là. Il y en a qui adhèrent justement ce nouveau contrat nous permet justement d'aller très vite sur cette question de rétablir l'autorité de l'État. Mais cette question même de rétablir l'autorité et la présence de l'État dans ces zones montre que nous avons échoué depuis l'indépendance. C'est problématique que 60 ans après, on se pose la question de la présence de l'État. L'État y était, mais minoritairement et faiblement. La preuve est qu'il a fallu juste un soubresaut de terrorisme par-ci, par-là, pour qu'il n'y ait plus du tout d'État. Il y a des zones totalement contrôlées par les terroristes et c'est inacceptable. Aujourd'hui, tout le territoire du Burkina n'appartient plus au Burkina. Et pour arriver à remettre l'État là-bas, il faut donc premièrement sécuriser. Et donc, la mise en place du premier point qui a été dit, c'est-à-dire la force conjointe, et rapidement une action opérationnelle sur cette zone des trois frontières. Oui, Idrissa. Juste, n'est-ce pas, pour dire, dans le sens de ce que Lionel a dit, ils ont parlé de force conjointe. Depuis longtemps, vous savez, n'est-ce pas, les grandes fédérations se sont constituées à partir de problèmes à résoudre. C'était le cas des États-Unis, c'était le cas de la première confédération des temps modernes, la Suisse. Donc, ce problème-là devait être une occasion pour ces chefs d'État du Sahel-là de faire une démarche vers une confédération, une mise en commun, n'est-ce pas, de leurs capacités, et ce serait un tremplin vers une fédération de la zone. Et avec ça, ils auraient plus de moyens, ils se donneraient plus de possibilités d'action, et je pense que ça irait vers une solution, n'est-ce pas, d'éradication du terrorisme, plutôt que chacun soit de son côté, de façon autonome, et puis maintenant ils se mettent superficiellement ensemble, mais la mobilisation des ressources ne peut pas aller comme ça. Alors que s'ils se mettaient ensemble, s'ils constituaient une force conjointe, un état-major conjoint de toutes les armées, etc., je pense que les financements viendraient beaucoup plus rapidement parce qu'il y aurait plus de confiance et de crédibilité dans l'action et dans la démarche. Idrissa, si véritablement la sincérité y a-t-on besoin véritablement de cette rencontre-là pour décider de cela? La mutualisation des renseignements et le rétablissement de l'autorité de l'État, ce sont des questions qui étaient déjà connues, qui étaient déjà débattues. En quoi ça change pourrait permettre de changer tout cela? C'est gênant qu'on repose l'efficacité sur la sincérité. Ce n'est pas le domaine en fait. Pour moi, il faut sortir de ce schéma-là. Et comme on le dit, c'est une dette historique que nous sommes en train de rattraper, la faiblesse de notre État. Rappelez bien que les 274 000 km² du Burkina, ce n'est pas du fait des forces endogènes. Ce n'est pas notre histoire qui a progressé par des conquêtes, par des ententes, à avoir ce peuple-là. Nous sommes en construction. Et ceux qui ont fabriqué, qui ont impulsé cela, c'est bien la France qui nous aide à assurer, rien que déjà dans la conception de l'État moderne, nous l'avons hérité, nous ne l'avons pas encore consolidé. Pour moi, c'est tout à fait normal que nous acceptions que nous sommes dans un processus qu'il faut parachever. À ce sujet, le droit, par exemple, qui détermine notre souveraineté, est un droit importé. Notre histoire entièrement, à partir de notre existence, de notre drapeau,
à une grande partie qui ne nous appartient pas. Et je pense que ce n'est aucune frustration parce que tous les peuples évoluent de cette manière. C'est notre capacité à nous approprier notre histoire, notre responsabilité qui est en jeu. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas une question de chef d'État. À partir de ce moment-là, c'est une question sociale. Si nous ne sommes pas à remettre en cause notre appartenance à un État, sur le plan territoire, sur le plan culture, sur le plan militaire, à tout point de vue, tout Burkinabé, par exemple, pour ce qui concerne le Burkinabé, doivent prendre l'engagement de cela. Je voudrais faire la parenthèse que dans notre constitution, il est déjà prévu que le Burkina se fondera dans toute fédération à naître ou quelque chose comme ça. On n'est même pas le peuple même n'est pas encore prêt à cela. Donc je veux dire que le combat et le débat tel qu'il se pose, premièrement, les 4 décisions de la conclusion sont complémentaires. On ne peut pas épiloguer sur un des points à l'absence de l'autre. Deuxième chose, c'est que ça ne nous met pas à l'abri des autres maillons du développement. Nous continuons d'exister comme nation. Et j'allais terminer, ma grande conviction, c'est cela. C'est citer comme Nkrumah, qui lui-même paraphrasait la Bible en disant « Cherchez le royaume de la politique, le reste vous sera donné par surcroît ». Les décisions sont politiques et pour moi, c'est le plus important. La question de la recherche des moyens, de leur jonction, de leurs articulations doivent suivre normalement si le peuple a une même vision de leur devenir ensemble. Oui, oui. Rapidement préciser, mais je reviens sur ce que Maître de Tambela a dit, la main qui demande est en dessous, mais il faut décomplexer la psychologie africaine par rapport à cette guerre-là. Nous l'avons héritée. Elle a une source, c'est une exigence que nous devons avoir par rapport à ceux qui ont brisé le mur de Libye pour que cette guerre nous donne. Donc, cette espèce d'histoire de piteux qui vont quémander, c'est une fausse histoire. C'est une exigence de réparation. Que ces puissances-là, en tout cas, doivent être responsables de ce qui nous arrive et doivent être aussi responsables dans l'engagement à résoudre ce conflit-là. Premier point. Deuxième point, il faut aussi resituer le contexte par rapport à cette histoire d'économie autour de cette question de lutte-là. Moi, je pense très sincèrement que Macron a raté l'occasion de se taire quand il dit que la France n'est pas ici, n'est ici que pour sécuriser le Sahel et il n'y a pas de... Non, je reviens toujours à cette question de précaré. C'est quasi insultant que de ne pas mettre en berne qu'il y a des intérêts. L'intérêt est fondamental dans toute action. C'est des milliards quand même que la France engage, alors que la France, même socialement, a des soucis. Moi, je pense qu'il faut être dans un discours de vérité. Oui, mais dans cet intérêt, quels sont véritablement nos intérêts? Qu'est-ce que nous gagnons dans cet intérêt? La France est là pour ses intérêts, mais en face... Mais nous, on gagne... Qu'est-ce que nous tirons du chemin de ce partenariat? C'est notre propre sécurité. L'intérêt que nous voulons, c'est de sécuriser la zone. C'est le premier intérêt. D'abord, récupérer l'intégrité de notre territoire. Premier intérêt. D'accord. Du reste, on verra. Sur la base, justement, de ces 4 piliers proposés, qu'est-ce que nos chefs d'État sont en droit désormais d'attendre de la France? Ça veut dire que à court ou à moyen terme, est-ce que nos chefs d'État, effectivement, devront permanemment monter au créneau lorsqu'à un moment donné, on constate que dans la mise en œuvre, effectivement, la France, à ce niveau, ne joue pas sa partition? Les clarifications deviennent des problèmes lorsque leur processus n'est pas écrit et signé pour que tout le monde ait ce qu'on appelle un schéma directionnel. S'il y a un schéma, je pense que chaque parti attend de l'autre qu'il exécute sa part d'action dans ce schéma-là. Et je crois que nos chefs d'État ne sont à droit d'attendre rien du tout de la France. Parce qu'à un moment donné, si la France en a marre, elle peut bien se retirer. Mais c'est tout le paradoxe. Parce que là, avec ces piliers, forcément, pour la mise en œuvre, nos chefs d'État vont compter sur la France. Vous savez, Idriss a dit quelque chose d'important. C'est un engagement politique, mais qui n'est pas, c'est pas de l'esclavage politique. Aucun des chefs d'État n'est lié foncièrement lorsqu'il constatera que ça ne marche pas aux premières heures de la mise en œuvre de cette application. Pour moi, c'est un non-événement. C'est-à-dire, on aurait fait ou on ne l'aurait pas fait. Le plus important, sur un coup de tête un peu, il a convoqué ses chefs d'État, mais ils sont sortis plus grandis parce qu'il n'est pas acté qu'ils doivent maîtriser leur opinion publique. Et cette opinion publique, comme nous sommes en train de dire ici, nous ne sommes pas dans une relation d'esclavage. Nous aurons la liberté de le faire et les 18 millions, 20 millions de Burkinabés auront toujours l'opportunité de se prononcer. Au fond, finalement, qu'est-ce que nos chefs d'État ont gagné à l'issue de cette Ils ont gagné l'adaptation à la situation réelle.
Et l'engagement, c'est la ministre Parly qui publiait sur son compte Twitter, en conclusion du rapport qu'elle a fait de ce sommet-là, que désormais ce sont les résultats qui comptent. Et c'est ce qu'on demandait depuis le début. Les résultats. C'est ce que le président Roch Macky Sall Kaboré a dit. C'est la a dit. conclusion essentielle. Nous leur reprochons les lacunes de résultats. Ils s'engagent à l'issue de ce sommet à changer le dispositif pour avoir plus de résultats. Je pense que ceux qui ont gagné, c'est nous. Donc pour vous, c'est concluant pour Absolument. Ce n'est pas un rendez-vous Maintenant, il manqué. faudra, comme pour toutes les autres actions, avoir du suivi et être exigeant que la société civile ne dorme pas, que le citoyen, dans les tréfonds de son âme, dise ce qui se doit et ce qui ne se doit pas. Mais Tchilem, finalement. Non, il faut dire Concluant non, il faut dire d'abord que le document final est une déclaration. Une déclaration, c'est pas très engageant. C'est pas un traité, une convention qui lie les gens juridiquement. Donc, ça donne seulement c'est comme une recommandation qui donne une direction à suivre. Et chacun y tient tant qu'il a ses intérêts. Donc, c'est une simple déclaration. Donc, il n'y a pas de lien juridique. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que la France interviendra tant qu'elle estimera qu'elle trouve son compte, elle trouve son intérêt. Et elle n'interviendra pas. Par exemple, tout ce qu'ils ont déroulé là-bas, là. Si la France trouve son compte, elle va intervenir, elle va aider à la résolution de ça. Mais si à un moment donné, elle ne trouve plus son compte, mais elle n'interviendra pas. C'est pour dire que finalement, il revient à nos chefs d'État, parce que l'impulsion est politique. Quand on parle de société, d'opinion, tout ça, là, c'est aux hommes politiques de donner l'impulsion d'abord. On a vu ici, comment n'est-ce pas, des chefs d'État, comme M. Idrissa a cité Kwame Nkrumah. La même société sous Kwame Nkrumah n'était plus la même société après Kwame Nkrumah. Donc, c'est les hommes politiques qui donnent l'impulsion d'abord. Et si cette impulsion est donnée, on peut se passer de... Donc, pour vous, finalement, Pau avait sa raison d'être. Oui, ça va, sa raison d'être, mais ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une fin en soi. Pour terminer. Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup... Concluant ou... Pour moi, c'est non concluant. Parce que les grandes questions n'ont pas trouvé de réponse... je dirais, satisfaisante. Et ça m'amène à voir que Macron a réussi son programme, ce qu'il a voulu. Il a obtenu la clarification du cadre politique qu'il avait souhaité avec les chefs d'État. Le resserrement également, qui facilite aussi les opérations militaires, il a également obtenu. Mais quand je veux caricaturer, je me rends compte, et ça rappelle une image ancienne au temps de Mitterrand, où les journalistes avaient dit Mitterrand devait-il se présenter son deuxième mandat ou pas, on ne savait pas, il y avait beaucoup de supputations. Et un journaliste avait dit, le gros chat piégé piège les petites souris. Donc la France, au Sahel, est piégée. Mais elle en profite également pour piéger les petites souris qui sont nos États. Parce que ces États n'ont pas une marge de manœuvre suffisante pour définir disons, l'agenda qu'eux pensent aurait dû les emmener. Quand le président Kaboré parle des acteurs qui voudraient venir dans la coalition, il ne dit pas qu'eux ont déjà pris des engagements avec les Russes, par exemple, et les Maliens également. Donc, ils aimeraient bien voir tous ces acteurs-là se retrouver. Mais comme la France, peut-être, n'a pas intérêt tout à fait à cela, elle resserre également le partenariat. Et que son avis compte. Voilà, de sorte que c'est la France qui a le monopole, le pilotage de l'opération, mais elle-même ne s'en sortira pas. Il y a un chercheur français qui sort un livre demain, Une guerre perdue d'avance. Tout à fait. Donc, Lionel, pour terminer, finalement, le rendez-vous avait sa raison d'être. C'est concluant pour nos chefs d'État. Le rendez-vous avait sa raison d'être. Je maintiens mon opinion sur ma prise de parole au début. Mi-figue, mi-raisin. Il y a des pertes ci et là et il y a des gains ci et là. Macron a gagné effectivement ce pari de rassembler ses chefs d'État, de recadrer un peu dans sa volonté de dire qu'il était agacé par rapport aux opinions africaines. Les chefs d'État ont gagné leur pari également en demandant justement un commandement conjoint et les renseignements, parce que je pense que si cette question est revenue, c'est parce que tout simplement le partage des renseignements était un peu fait à compte-gouttes. Et donc, je crois que nos chefs d'État ressortent aussi avec quelque chose dans le panier. Maintenant, c'est dans l'opérationnalisation de tous ces engagements qu'on verra le succès. Et tout ce que les populations demandent, nous également, c'est que la paix revienne dans le Sahel. On attendra donc de voir d'ici juin pour voir les résultats tangibles comme souhaité justement par l'ensemble des acteurs. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Ça sera tout pour ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne au Code Nous Défi. Tout à l'heure, à 22h, la rediffusion de votre débat sur l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires. Bonsoir.